Si. Allez, c'est parti. Donc, on commence le sixième Community Talk, qui est donc dans le cadre du lancement de notre nouvelle application Super Connecteur, qui sortira en version bêta vers la mi-juillet. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie des bêta-testeurs et avec un véritable lancement qui aura lieu en septembre. Super Connecteur sera une application pour vous aider, vous, Community Builder, à animer votre communauté, la développer et la valoriser. Merci Pascal de nous rejoindre aujourd'hui pour ce sixième Community Talk. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, merci à toi Damien. On se connaît depuis un petit peu de temps. Donc moi, je m'appelle Pascal Lagaeux. Je suis la responsable communauté et partenariat de Bel Air Camp. Donc depuis 3 ans, en fait, mon rôle consiste à faire en sorte que dans nos lieux, la communauté, les gens, les membres interagissent, qu'il y ait de la vie et surtout qu'on fasse grandir ensemble notre écosystème. Voilà, donc c'est un métier un peu nouveau. C'est rare, en tout cas aujourd'hui, d'avoir des homologues, mais grâce à toi notamment, on en découvre plein, donc c'est plutôt positif. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu pour toi la définition d'un community builder? Alors c'est vrai que c'est pas forcément un métier qui est connu aujourd'hui, qui est un métier un peu à part entière. C'est plutôt on va dire un art. Tu es plutôt comment dire, tu es pas community manager, tu vas vraiment faire en sorte que tes membres interagissent ensemble. Donc ça veut dire c'est pas simplement avoir une audience, c'est vraiment faire un travail d'animation, d'intégration pour que dans ton groupe les gens se connaissent, visent un même objectif et vraiment développent un sentiment d'appartenance. Donc c'est vraiment une notion qui est à la fois sur la partie online et offline. Donc tu peux aussi bien faire ce travail sur un réseau comme Slack, peu importe, mais aussi surtout nous à Bel Air, on l'a fait énormément sur la partie offline avec beaucoup d'animations, beaucoup d'événements et à la fin effectivement être un peu le représentant de cette communauté qui va être garant de ses valeurs. Voilà. Et alors, Bel Air Camp, on parle beaucoup de la communauté de Bel Air Camp qui est assez connue. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né Bel Air Camp? Déjà, qu'est-ce que c'est que Bel Air Camp? Alors, Et comment Bel Air Camp, communauté. oui, ben en fait l'histoire tu la connais, hein, c'est un lieu qui est basé à Villeurbanne, qui était un ancien site industriel d'Alstom, que Pauline Sichet donc a ouvert en fin 2016 avec la mission de se dire on va en faire vraiment un lieu pour les entreprises innovantes qui ont des besoins atypiques. Typiquement, aujourd'hui, des boîtes qui devaient avoir un atelier, qui devaient fabriquer, n'arrivaient pas à trouver de locaux sur Lyon. Donc, ça a vraiment été le premier objectif. Et puis, en fait, au fil des mois, on a accueilli, alors au début, 3 boîtes, puis 4, puis 5. On a fini à plus de 55 entreprises, avec quand même tout un fil conducteur qui était l'industrie. On gravite autour de l'industrie, le lieu était très industriel et c'est comme ça en fait que cette communauté s'est développée, s'est trouvée. Et puis effectivement, on a eu, comme beaucoup le savent, on a eu un incendie à l'automne 2019. Et donc, on a continué, on s'est dit, on va pas arrêter le projet. On a simplement déménagé. Donc, on a aujourd'hui 2 sites, toujours à Villeurbanne, parce que c'est vrai que c'est un territoire qui est quand même assez industriel et on voulait garder cette couleur industrielle. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des espaces aussi bien ateliers que Fab Lab, que bureaux, que espaces de séminaire. Et tout ça combiné fait qu'on avait quand même une communauté hyper hétéroclite avec des entreprises, enfin je pourrais t'en citer plein, mais on a toujours Mans, Ideodata, Univers Studio, Nautilo Plus, des bureaux d'études, pas mal de bureaux d'études aussi, et puis effectivement un Fab Lab qui aujourd'hui est tenu par Tican. Voilà, c'est 2 makers qui sont capables de prototyper et puis d'amener une plus-value technique au projet. Et au-delà de ça, on a quand même aussi accueilli des entreprises qui étaient totalement, comment dirais-je, pas du tout industrielles, parce que finalement, c'est une diversité aussi qui faisait notre force, d'avoir aussi bien une personne qui fasse, on va dire, un produit dans la robotique, qui côtoyait une personne qui faisait de la communication. Et finalement, aujourd'hui, on garde un ratio de 70-30 pour garder cette diversité et qu'on ait quand même des profils qui ne soient pas que techniques et ingénieurs. Parce que c'est vrai qu'on adore les ingénieurs, on les adore, mais si vous ne mettez que des ingénieurs ensemble, voilà, ça ne sera pas la même qualité qu'avec d'autres profils un peu différents.
L'innovation, c'est bien, mais la vendre, c'est mieux. Oui, après, il y a des ingés qui savent vendre aussi, hein. C'est pas forcément, on en a connu, pas beaucoup, mais quand même, il y en a. Mais c'est surtout que dans la vie du lieu, ensuite, vous avez vraiment des échanges hyper intéressants. Et puis même des personnes qui aujourd'hui nous ont rejoints et qui n'étaient pas du tout dans l'industrie, se disent que finalement, c'est un domaine qui est hyper intéressant et que même pour leur business, elles peuvent tout à fait avoir cette cible. Donc c'est vraiment une richesse et en tout cas, on compte la faire perdurer dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu ta caméra, s'il te plaît, pour qu'on te voit Oui. bien? Comme ça, c'est Voilà, mieux? c'est Nickel. parti. Merci. Ok, et alors, pour toi, quelle est, parce qu'en général, chaque communauté a une mission, et pour toi, quelle est la mission de cette communauté VRCamp? Alors, pour ces membres, enfin pour moi, c'est évident. Enfin, je pense que là, on leur poserait la question, ils te diraient tous la même chose, hein, c'est de s'entraider, c'est de gagner du temps. L'exemple le plus typique, si on s'en tient à notre thématique industrielle, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de startups hardware qui, finalement, grâce aux conseils d'autres entrepreneurs hardware, ont pu gagner 6 mois, voire un an, en évitant énormément d'écueils que d'autres avaient connus auparavant. Donc déjà gagner du temps, ensuite s'entraider, enfin simplement l'entraide au quotidien, il vous manque un outil, il vous manque n'importe quoi. Aujourd'hui, quand vous avez une communauté, finalement, en l'espace de 10 minutes, les gens avaient une réponse. Donc pour eux, il y a vraiment un gain de temps. Et puis quand on est dirigeant, c'est évident que les gens sont moins seuls. Donc ça, c'est un point qui était essentiel pour nous, c'est que quand on est entrepreneur, peu importe la phase où vous en êtes, souvent vous êtes seul face à vos problèmes, autant les problèmes RH que les problèmes business, et de pouvoir croiser d'autres dirigeants et en discuter avec eux, ça permet quand même d'avancer plus vite. Et souvent, on me le dit, aujourd'hui, voilà, ma journée a été quand même plus positive parce que j'ai pu croiser tel ou tel autre dirigeant et que ne serait-ce que son écoute m'a beaucoup apporté. Donc pour les membres, je pense que la mission, elle est là. Après, pour Bel Air, c'est pour nous, de toute façon, aussi un moyen de fidéliser et puis d'avoir des nouveaux clients aussi. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous avez un espace de coworking, les entrepreneurs, ils attendent plus que simplement un bureau, en fait. Ils attendent beaucoup de services, ils attendent d'être en lien avec d'autres personnes. Et vous pouvez pas simplement dire aujourd'hui à un dirigeant, ben voilà, on a des beaux bureaux et c'est très bien. Ça leur suffit pas, en fait. Donc, euh, donc voilà. Ok, et alors selon toi, quels sont vraiment les fondamentaux pour créer une communauté, pour qu'elle fonctionne, qu'elle prenne, Ouais. pour que la recette prenne? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment, enfin, c'est pas une recette, hein, c'est juste que les gens doivent comprendre que ça prend beaucoup de temps. Il y a des gens qui me disent souvent, ben moi, je vais créer une communauté, ça va être facile. En fait, dans l'idée, c'est que des rapports humains, hein. Donc, si vous avez un peu de bon sens dans les rapports humains, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça demande du temps. Donc, déjà, il ne faut pas se dire qu'en 2 mois, vous avez une communauté. C'est pas vrai. Ça se construit, ça se cultive, et puis ça peut disparaître très vite, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut trouver un fil conducteur. Donc, si tu n'as pas un fil conducteur, tu n'as pas de communauté. Il faut que les gens aient un intérêt en fait individuel à être dans un groupe. Si les gens n'ont pas d'intérêt individuel, tu vas pas pouvoir avoir une communauté. Et ensuite, c'est vrai que la personne qui va être là un peu en tant qu'animateur principal, il faut qu'elle prenne beaucoup de temps pour intégrer les gens. Donc là, ça passe par en amont, pendant, après. Il faut présenter les gens, les faire interagir. Enfin, il y a un gros travail quand même d'intégration, mais c'est un peu comme quand tu es en famille. Voilà, je sais pas, tu as effectivement un mariage organisé. Il faut que pendant ton mariage, les gens se sentent bien, que tu les places à la bonne table. C'est un peu un travail similaire en fait. Et après, une fois que tu as réussi à poser ces bases-là, il faut que les gens respectent en fait les règles de ta communauté. Donc ça, il faut que tu les aies clairement aussi établies, que tu dises, ben voilà, typiquement nos valeurs c'est ça, la limite en termes de comportement c'est ça. Si tu respectes pas, ben effectivement tu peux être exclu de la communauté. Hein. Et après derrière, de laisser les gens agir entre eux et surtout les laisser faire en fait. Il faut surtout pas être trop dirigiste. Voilà, si tu as un membre qui a une idée, qui a envie d'initier une activité, un événement, bah, tu l'accompagnes, mais tu le laisses faire. Et puis petit à petit,
les gens entre eux vont faire ce travail d'animation, d'intégration. Et là, voilà. Et là, tu arrives à un stade où vraiment tu peux un peu lâcher les rênes et c'est plutôt intéressant. Alors, il y a un terme que tu as utilisé tout à l'heure justement pour décrire en quoi ça consistait l'animation d'une communauté. Tu as parlé notamment du terme cultiver une communauté. Pour toi, cette partie, cette culture, elle se réalise de quelle manière? Bah, c'est toujours pareil, c'est par les actes en fait, hein. Donc tu peux pas, si tu veux, parce que tu as une charte écrite ou parce que tu as tel ou tel outil ou parce que tu te dis, voilà, je vais faire les choses de telle manière que ça va forcément marcher. Donc c'est plutôt au quotidien, s'intéresser aux gens, faire en sorte que les gens entre eux, tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais quand tu as tes membres qui savent pas s'accueillir, c'est un problème. Il faut que les gens déjà aient une culture de l'accueil et ça, c'est un peu tout le temps en fait. Et au bout d'un moment, la culture de ta communauté, tu n'auras même pas besoin de l'expliquer, elle va se percevoir en fait. Ça sera naturel. Et les gens qui vont arriver, qui vont se dire tiens, finalement, j'aimerais bien vous rejoindre, ils vont tout de suite la comprendre et l'intégrer. Alors, ça n'empêche pas que parfois, bah, il faut un peu remettre le cadre, mais du coup, voilà, c'est un peu tous les jours. C'est pas simplement, je vais faire une grosse action une fois par an et puis ça marchera tout seul. Voilà. Est-ce qu'il y avait des rituels événementiels que vous avez mis en place au sein de cette communauté? Événementiels ou d'autres rituels Alors d'ailleurs, moi, pas en tout cas, forcément ce que événementiels. j'appréciais beaucoup, c'était, bon, on faisait forcément comme tout le monde, hein, je pense que tu en as interrogé pas mal de community builders, c'est forcément les moments conviviaux. T'as des apéros, des moments où tu parles pas forcément business et travail, mais c'est important pour que les gens aussi se connaissent différemment. Et puis nous, à Bel Air, on faisait, on fera toujours hein, une soirée familiale à Noël. Donc là, on a invité les proches, les enfants, et c'était un moment assez chouette. Et puis pareil, avant l'été, avant de partir en vacances, on faisait un moment à la fois convivial et à la fois aussi, on faisait participer un peu tout le monde pour déterminer les prochains mois, quelles seraient les choses que chacun voulait mettre en place pour la communauté et pour le projet en fait. Donc voilà, ça c'était les deux moments forts. Et puis après ça passe par plein de petits moments, hein, les repas du midi, les cours de sport. Et puis pour les dirigeants, on a fait beaucoup d'ateliers, mais d'ateliers interdirigeants. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'animateurs, d'experts. C'était entre eux, ils prenaient une thématique et puis en co-développement, ils arrivaient à trouver des solutions, en tout cas aux problèmes individuels de chaque dirigeant. Donc ça, on l'a fait pas mal, ouais. Est-ce que voilà, vous avez créé du coup des clubs en interne, des groupes type de pairs Oui, pour voilà, c'est l'entraide? ça. Ok. Et du coup, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place pour le sentiment d'appartenance? Tu parlais justement typiquement de cette partie, de ces événements type sapin de Noël en fin d'année, l'été. Est-ce que vous avez aussi des outils digitaux qui permettent de développer l'engagement des Alors, membres on de la a communauté? beaucoup travaillé sur un Slack, mais voilà, on n'est pas les seuls, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est en tout cas en version gratuite, c'est l'un des meilleurs outils euh, pour faire interagir une communauté. L'avantage que nous, on a, c'est vrai on est sur un lieu physique. Donc, au-delà de l'outil, les gens au quotidien se croisent, peuvent se parler facilement. Je pense que c'est plus compliqué quand on n'a pas un lieu physique et que les membres sont un peu dispersés dans la nature. Donc nous, en fait, on a beaucoup travaillé sur le Slack et effectivement, les gens créaient pas mal de chaînes thématiques. Il y a eu plein de choses, notamment sur la partie un peu écologie, environnement. On a eu des gens qui étaient, alors pour la partie encore une fois moins business, mais qui étaient plus sur la partie sport. Et en fait, plein de petites chaînes se sont créées comme ça au fil des mois. Et du coup, ça a un peu créé des sous-communautés aussi. Donc c'était intéressant parce que c'est vrai que quand on tu peux pas avoir un groupe comme ça homogène. Donc, il y a un moment où tu as des mini-groupes qui vont se créer. Intéressant. Et le groupe qui marchait le mieux, c'était quand même le groupe des dirigeants parce qu'ils étaient quand même une quarantaine. Et pour la plupart, donc après, le sentiment d'appartenance, c'est pas évident quand tu es une marque, en fait, quand tu es une entreprise,
tu dois aussi porter ton projet, et puis ta communauté aussi, elle porte un peu son projet de manière individuelle. Donc, t'es un peu entre les deux à chaque fois. Mais, euh, mais en tout cas, oui, on avait, je pense, en tout cas avant qu'il y ait l'incendie, on avait quand même atteint un palier et chacun se retrouvait dans le projet, mais même si l'activité n'était pas forcément industrielle. Voilà, on avait des personnes qui typiquement étaient vidéastes et puis elles se sentaient totalement en phase avec le projet et avec ce côté industriel. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que tu as quelques soucis de Tu as une autre connexion question? réseau. On est un peu haché. Alors, attends. On va voir. Attends, je jeter un coup d'œil. Ça marche mieux là? Ça marche? Du coup, oui, j'avais une question. Alors, du Ok. coup, quelle est la typologie des membres de la communauté? Alors, on a plutôt des entreprises qui ont au moins 2 ans d'existence, qui sont passées par un incubateur ou par un accélérateur, euh, avec des profils plutôt, donc on est plutôt dans la TPE, mais on a eu aussi des grands groupes. Et puis, ça peut être une start-up hein, qui a fait une levée de fonds, un bureau d'études qui, pour le coup, bah, lui, voilà, interagit avec ces entreprises-là. On a quelques travailleurs indépendants, donc c'est pas la majorité. On a aussi, effectivement, bah, comme je te disais, on a eu C'est des aussi des grands partenaires groupes. autour de Voilà. Bel Air. Donc c'est un mélange de tous ces profils. Alors, on s'est entouré, on commençait effectivement là, avant, en 2019, à s'entourer de gens dans l'industrie. Donc, on a été se rapprocher d'Alstom, évidemment, de l'UIMM, qui est un syndicat industriel. Euh, voilà, de personnes qui, en tout cas, pouvaient faire rayonner nos entreprises et puis leur apporter à la fois du business et puis des conseils, hein, des conseils techniques, du savoir-faire technique. Voilà. Et aujourd'hui, donc effectivement, on est en phase de redémarrage. Donc là, voilà, c'est des choses qu'on va mettre en place pour la rentrée. Donc Alors je pense qu'on évidemment, vous en dira effectivement, il y a plus eu en une septembre. période qui était un petit peu compliquée par rapport au fameux incendie qui a eu lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pendant cette période justement ce qui s'est passé parce que je sais que l'écosystème à un moment donné s'est un peu mobilisé aussi. C'est un peu la force justement de Bel Air Camp, c'est au-delà de la communauté interne, il y avait aussi déjà des bonnes connexions avec un écosystème global. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette période comment ça s'est passé? Et ben en fait, c'est vrai qu'on a été porté par tout l'écosystème en fait. Hein. On a été très reconnaissant parce que ben, au-delà de Bel Air, c'est vrai que les entreprises, elles ont pu être relogées en une semaine. Donc ça, c'était quand même un peu en tout cas un objectif qu'on avait, c'est que chaque entreprise puisse le plus rapidement possible continuer à travailler. Donc on a pendant 3 mois en fait, il y a eu cette phase-là où on a relogé les gens. Et après nous, bah, l'équipe Bel Air, on a travaillé à qu'est-ce qu'on faisait sur l'après. Donc ça a été 3 mois intenses. On a visité des locaux avec les membres aussi. On a essayé de maintenir de l'animation. Donc moi, voilà, j'ai participé. J'ai essayé en tout cas de faire en sorte que les gens, même s'ils étaient dispatchés, on continue à faire des ateliers. Il n'y avait pas le confinement, donc c'était quand même encore possible. Et puis on a réussi à trouver, grâce à l'une de nos membres, des locaux pas loin, à Gare de Villeurbanne. Voilà, donc ça s'est passé entre octobre et Alors, décembre. j'écoute On a beaucoup. entamé Du les coup, il y avait quand même travaux et un puis sentiment voilà, on a d'appartenance qui foncé était quoi. assez fort. On a Comment est-ce foncé. que du coup tu l'expliques? Parce qu'aujourd'hui, bon, ben, il y en a qui ont trouvé aussi un peu d'autres locaux ailleurs entre-temps, mais qui continuent à venir du coup à des réunions Bel Air. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance fort qui a été développé. Comment est-ce que tu l'expliques? C'est vrai que c'est paradoxal, mais quand ta communauté vit une crise comme celle qu'on a vécue, il y a un moment en fait où ça rapproche. En fait, les gens dans la difficulté, de toute façon, tu as besoin de te soutenir. Donc c'est vrai que là, ça a vraiment créé un lien hyper fort entre nous.
Après, la vie a repris son chemin, donc c'est sûr que quand tu es entrepreneur, il y a un moment où il faut aussi défendre ta boîte, hein, donc chacun a repris un peu sa route. Mais c'est vrai que pour pas mal de dirigeants, il y avait un lien quand même assez fort. Je sais qu'aujourd'hui, entre eux, ils s'appellent, voilà, pour certains, ils se donnent des nouvelles, et puis voilà. Après, chacun a poursuivi parfois sa route ailleurs qu'à Bel Air, mais ça n'empêche que, en tout cas, ces 2 années qu'on a vécues Alors, pour là-bas revenir sur ce maintenant site, au métier de community builder, pour parce beaucoup, que ça j'étais vraiment restera passionné par inoubliable. ça, pour toi, quelles sont les qualités que doit avoir le community builder dans son action au quotidien? Alors, c'est un peu comme un bon manager. Enfin, c'est pas forcément, on n'est pas dirigeant, on est vraiment dans le côté animation. Donc, euh, un community builder, il doit savoir lâcher prise et accepter que tout n'aille pas vite, que des fois les gens, eh ben, en fait, on est tous comme ça, on est des fois impliqués, des fois on l'est moins, et c'est la vie, c'est pas grave. Et puis, il faut savoir comment dire, partager le leadership. Si tu as une personne qui veut être leader tout le temps, ça marche pas en fait. Donc c'est un travail qui est à faire sur soi, et puis en fait il faut aimer les gens, hein. Si tu arrives, si as du mal à supporter telle ou telle personne ou à te dire tiens elle n'a pas le même caractère que moi, pas les mêmes opinions, donc ça va être difficile. Voilà, c'est pour moi c'est la première des qualités. Et puis après savoir réunir les gens, donc c'est encore une fois savoir animer des événements, organiser, programmer et puis poser un cadre clair. Mais à part ça, je dirais qu'il n'y a pas forcément autre Et pour toi, quel chose est l'avenir de ce comme métier? Parce qualité que c'est vraiment un principale. métier, C'est déjà pas le mal. terme de community. Or, dans l'historique, on a le community manager, le community builder. Souvent, maintenant, le community management est rattaché à le métier de l'animation des réseaux, mais l'animation des réseaux sociaux en ligne. Il y a quand même du community management. D'ailleurs, tu le disais, le terme de manager en fait d'une communauté, du leadership, être capable de rendre autonome certains membres de la communauté. Pour toi, le community builder, justement, quel est son avenir en France? Parce que tu vois déjà un petit peu aux États-Unis, parce que je sais que tu fais de la veille là-dessus. Ouais, aux États-Unis, ils ont 15 ans d'avance sur nous, mais bon, ça c'est aussi leur culture, hein. Eux, ils ont l'habitude de créer des communautés tout le temps, donc c'est leur culture. En France, on n'a pas cette culture. D'ailleurs, le mot communauté en France, il est pas forcément toujours bien connoté, donc déjà ça part mal, quoi. Mais je crois pas qu'il y aura forcément des postes dédiés à ça, uniquement à ça. En revanche, que dans les services marketing et commerciaux, les gens aient cette notion-là, et peut-être même une personne pour développer ça, euh, ça sera à mon avis la clé dans d'entreprises. Plutôt digital, plutôt start-up évidemment. Il y a notamment la start-up Phoenix à Paris qui a ouvert un poste récemment uniquement sur cette partie-là. Donc ça existe, c'est vrai que c'est rare. Et puis derrière, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont du mal avec cette notion de communauté parce que c'est pas forcément sonnant et trébuchant. C'est compliqué de mesurer en fait les KPI sur ce type de poste. À part de dire qu'effectivement, tu as participé à une culture de marque, à fidéliser les clients, mais quand tu es commercial, c'est plus facile en fait, hein. Tu as des objectifs, tu as des chiffres. Quand tu es community builder, tu as quelques outils, mais tu vas mesurer un engagement qui n'est pas forcément très objectif en fait. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises Et aujourd'hui typiquement, par exemple, sont dans pas une prêtes entreprise, ce serait à quel créer ce type de type de poste, KPI je que tu pense. verrais bien Mais en bon, termes ça pourra évoluer. de résultats, de succès, d'animation d'une communauté, sur l'engagement de cette communauté, est-ce qu'elle apporte à l'entreprise? Bah, déjà, c'est l'interaction entre ses membres, hein. Si tu es qu'en communication descendante et que les gens, à la fois même sur les réseaux sociaux, hein, sur tes propres réseaux, sur tes outils internes, n'interagissent pas, c'est déjà un signal qui est pas très bon. Et derrière, le taux de participation, si tu fais un événement, combien vont participer, combien vont être engagés, comment les gens aussi de ta communauté parlent de ton entreprise à l'extérieur. Voilà, ça c'est des bons indicateurs.
Et puis globalement, c'est que ton entreprise, qu'elle ait 1 an, 5 ans ou dix Est-ce que tu as ans, creusé un petit elle peu va aussi le avoir une sujet très des bonne communautés réputation, en fait. clients? Voilà. Parce que quelque chose qui est pas mal aux US, qui arrive avec des Alors, entreprises les très communautés avancées sur clients, le sujet en France. ouais. On doit pouvoir les compter sur les doigts de deux mains, mais sur la particularité d'une communauté client par rapport à une communauté, on va dire, plus associative ou de membres dans un collectif et un objectif commun. Oui, voilà. En fait, ce qui est difficile, c'est quand tu es une entreprise privée avec tes propres objectifs, c'est que si tu fais ce travail-là, il faut pas tout de suite y mettre une dimension objectif pécunier. Sinon, en fait, ça marche pas. Les gens le sentent et puis du coup, ils vont pas forcément jouer le jeu. Donc, il faut se dire finalement, c'est un pôle un peu à part entière. Tu me parlais de Spendex à Paris qui a fait ce travail-là avec tous les CFO de France, mais même d'Europe. Et aujourd'hui, a priori, alors j'ai pas été voir leur Slack, mais c'est une communauté qui est très vivante, qui est très animée, et je suis pas sûre, si tu veux, que ça leur apporte forcément, enfin que ça soit très mesurable. Mais par contre, c'est évident qu'en termes de notoriété et de fidélisation et même d'acquisition, je suis convaincue que ça leur amène beaucoup en fait. Mais pour moi, c'est pas un projet, c'est pas des projets que tu dois mélanger absolument au pôle commercial. Il faut un peu le décorréler et le faire vivre avec du temps. Voilà. Et avec du temps, et puis surtout être convaincu, être convaincu. Parce que si tu le fais que pour un objectif Est-ce que financier, tu connais des bons outils qui à mon avis, permettent ça marche de pas en fait. mesurer la Voilà. satisfaction des membres dans une communauté, qui permettent justement de mettre des KPI dessus? Alors, c'est toujours un peu le problème quand tu veux interroger un peu tes membres sur est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. Je pense que le feedback, il faut le faire souvent de manière individuelle. Nous, on avait testé à Bel Air un outil qui s'appelait Mixlab. On l'a arrêté parce que on n'avait pas encore assez de membres pour pouvoir avoir de la pertinence au niveau du coût. Mais en tout cas, il y avait un dashboard et donc on crée des événements, les gens s'inscrivaient, il y avait de l'interaction et du coup, l'outil mesurait est-ce que vraiment les membres sont engagés parce qu'ils ont participé, ils sont venus aux événements, ils ont donné des retours et du coup, ça donnait une idée un petit peu sur 300 membres, voilà, qui étaient vraiment engagés. Donc ça, c'était intéressant dans l'approche. Mais après, non, c'est vrai que je pourrais pas te dire là aujourd'hui Quels sont un peu les différents outils que tu quel type connais sur le d'outil marché? Parce que j'ai vu mesure un petit post il vraiment n'y a pas très ces longtemps sur performances-là Twitter en ou fait. sur LinkedIn où tu mentionnais pas mal d'outils. Est-ce que tu peux, vu que tu as un bon benchmark, on va dire, du marché, je pense que ce serait intéressant que tu nous le partages un petit peu. Alors, Alors en ce moment, les outils qui marchent bien, c'est vraiment lié au confinement. C'est que là, c'est une question hyper intéressante parce que nous, à Bel Air, on a fait beaucoup de offline et que finalement, à part le Slack, on faisait jamais de Zoom. Moi, je faisais pas de visio. On n'avait pas forcément développé cet aspect plus communauté online. Et avec le confinement, c'est vrai que ça a poussé pas mal d'outils, ne serait-ce que Zoom ou Discord. Enfin, comment en tout cas via le digital tu peux réussir à mieux animer tes communautés. Et ça, c'est une vraie question, c'est un vrai enjeu. Et tu vois, c'est tout bête, mais pour moi, tu montes un groupe sur WhatsApp, le taux d'engagement, il est énorme en fait sur WhatsApp. Il y a plein de choses en fait qui existent aujourd'hui pour multiplier l'engagement de tes membres, sans forcément que ça soit des choses très automatisées. Mais tu vois, pour moi, tout bêtement, un WhatsApp bien pensé, c'est pas mal. Un Slack forcément. Après tu as Bivi aussi, mais ça encore une fois, c'est vraiment communauté client, donc tu as un aspect plus marketing. Et puis finalement, un peu le b.a.-ba, hein, se dire que un bon réseau social, un blog aussi, amener du contenu sur un blog, c'est toujours hyper intéressant de mettre en valeur ses membres, sa communauté. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut travailler aussi en parallèle. Et par rapport au marché des communautés, toi, tu vois comment aujourd'hui sur Lyon? Est-ce que tu as la sensation qu'il y a beaucoup trop de communautés, que c'est un peu sans fin? Parce qu'aujourd'hui, le choix est extrêmement vaste.
Il y avait Meetup notamment à un moment donné qui permettait de référencer plein de communautés. Je sais que tu fais partie un petit peu des fondatrices d'une communauté, les Community Builders. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Oui, donc nous, en fait, on a rassemblé un collectif en fait, avec ceux qui font mon métier, mais en tout cas dans des incubateurs et des coworking, on a un peu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes questions. Donc il y a 2 ans, on s'est dit on va créer un collectif et tous les mois, donc c'est tout bête, hein, on fait un atelier, on prend un sujet, on s'auto-forme et on essaye de faire valoir un petit peu nos métiers aussi auprès d'autres structures. Et puis, encore une fois, c'est simplement partager nos actualités, celles de nos membres. Donc honnêtement, c'est vraiment lié à notre métier. Et il y en a plein qui le font sur d'autres métiers aussi. Donc, pour moi, quand tu dis qu'il y en a beaucoup, moi, je te dirais, il n'y en a toujours pas assez. Il n'y en a toujours pas assez. Donc, non, non, moi, j'encourage n'importe qui aujourd'hui qui pense, en tout cas, avoir un sujet intéressant, avoir trouvé un peu un fil conducteur, et ben, à se lancer, à demander sur les réseaux qui serait intéressé pour qu'on fasse un atelier sur ça, à se retrouver. Et puis voilà, même si c'est un groupe, nous dans le collectif, on est une trentaine, on a une communauté. On est 30, mais voilà, on a un groupe, on interagit ensemble, on se connaît, on fait des choses. Donc voilà, il faut pas se dire que parce qu'il y a déjà un groupe qui existe, que tu peux pas en créer un nouveau en fait. Et après, par contre, là où il faut que nous on travaille tous, c'est que chacun connaisse ses communautés et puis qu'on arrive à faire des passerelles entre nous, tout simplement. Et quelle Mais, est mais pour non, non, il y a toi encore de la place l'importance pour justement beaucoup, beaucoup de communautés. de l'intégration et cette ouverture des communautés dans un écosystème global? Parce qu'on voit des communautés qui veulent vraiment rester très fermées, qui restent très renfermées sur elles-mêmes, parce que la valeur, elle est au sein de leur communauté, entre leurs membres, il ne faut surtout pas en sortir, qui veulent vraiment être très fermés et garder le pouvoir. Et il y en a d'autres qui sont très ouvertes, au contraire, sur l'écosystème. Est-ce que pour toi, il y a un meilleur modèle qu'un autre? Quels sont les avantages et inconvénients de cette commune de positionnement? Mm. Bah, de toute façon, moi, je défends un peu ce que tu défends avec ton projet Super Connecteur, hein. C'est que là, on a vécu une crise sanitaire, les gens étaient confinés, les dirigeants, eh ben, ils ont fait comme ils ont pu. Ça a été un moment très compliqué. Et ça montre bien qu'au contraire, il faut être le plus ouvert possible. Et, euh, et ça implique que les communautés aussi, à un moment donné, ne restent pas dans leur petit univers en se disant que voilà, nous, on est bien entre nous, on n'a pas besoin d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Il y a vraiment, vraiment besoin que chaque communauté voilà, se connaisse et interagisse. Et je pense notamment, c'est un peu l'exemple vraiment que moi j'ai ressenti. Là, j'habite à Villeurbanne, donc on a nos commerçants de quartier. Et c'est vrai que si ils avaient eu des outils comme ça, en tout cas pour mieux interagir et puis pour peut-être mieux anticiper aussi cette crise, il n'y aurait peut-être pas autant de casse aujourd'hui. Donc c'est vrai que s'il faut qu'on se prépare à une nouvelle crise, je pense que les communautés, en tout cas, c'est l'une des clés. Et j'espère que chacun fera dans ce sens-là parce que on ne sait pas encore ce qui va se passer cet automne ni cet hiver. Et voilà. Donc moi, j'encourage encore une fois tout le monde à se lancer. Et puis, mais ça demande, c'est vrai que quand on est peut-être, on n'est pas habitué au digital, on n'est pas habitué en tout cas à partager. On se dit finalement, si j'interagis avec d'autres, est-ce qu'ils vont pas me piquer des idées? Est-ce qu'ils vont pas me piquer des clients? Est-ce qu'ils vont pas Bon, c'est plus difficile, mais il faut que chacun fasse un pas parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, des entreprises et n'importe qui n'a pas intérêt à agir comme ça en fait. Donc j'espère qu'avec ton outil notamment, tu arriveras à Avec plaisir mailler pour entre connecter les ces communautés. communautés-là et puis à faire qu'on travaille plus ensemble. Voilà. Ok, on arrive au bout de ces 45 minutes. Merci beaucoup, Pascal. Ben, merci à toi. J'espère que ça aura été à peu près clair pour ceux qui nous écoutent et puis voilà qu'on aura mis en Merci avant un beaucoup, peu Pascal. On a hâte de ce voir la métier. suite de Bel Il Air le Camp, mérite. Donc voilà. le renouveau de Bel Air Camp avec une... J'en profite du coup pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez avoir plus d'infos et surtout venir visiter, n'hésitez pas Merci donc à nous, beaucoup. appeler Merci à toutes et et à puis on vous fera tous. une Et visite je vous donne sans rendez-vous problème. pour nos Voilà. prochains
Community Talk qui auront lieu dès la semaine prochaine, puisqu'on continue avec le MBA DMB, qui est le premier master digital en France, qui vient nous partager son expérience de l'animation de sa communauté d'élèves. Donc, ce n'est pas une mince affaire pendant le confinement, avec un très fort succès. Une communauté d'élèves qui a totalement vécu une transformation digitale sur ses cours et leurs enjeux dans le cadre d'un MBA. Et puis, on aura aussi la communauté des assopreneurs Kérosarium qui nous présentera l'animation de la communauté des délégués généraux et assopreneurs d'associations, notamment grâce à un canal très en vogue qui est le podcast. Voilà. Et on finira la semaine qui suivra avec Time for the Planet, qui anime une communauté d'investisseurs pour lutter contre le réchauffement climatique. Et La Cuisine du Web, qui anime une communauté d'acteurs du numérique en se mettant au service d'un écosystème global. Voilà. Exactement. Exactement. Je vous partage le lien directement dans le chat. Vous avez accès à la liste de nos prochains Community Talks. Merci Pascal. Merci à tous. Et puis une très bonne journée et à la semaine prochaine. Merci Damien. À bientôt. À très vite.